Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, je reçois un artiste dont l'œuvre figure parmi les classiques du rap. Après une expérience en groupe, quelques mixtapes solo, il a fait irruption dans le rap game national avec 3 albums certifiés disque d'or. Son phrasé inimitable le consacre et lui vaut une victoire de la musique historique. Celui qui se surnomme le Sénégalo-Ruskov fait aussi sensation à travers le monde avec des tournées internationales. Il marque aussi les esprits par ses textes engagés et sans détour. Il revient avec un nouvel album après 8 ans d'absence et on est très heureux de le recevoir. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Sefiu. Salut Sefiu. Salut, ça va Roca? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Bah écoute, merci de nous faire l'honneur de ce retour dans les studios de BET. Bah oui, je vous remercie de m'avoir invité, d'être là aujourd'hui et puis surtout face, comme je disais, à une combattante. Merci. Voilà. Bah, venant d'un combattant comme toi, c'est un honneur de recevoir un tel compliment. T'as pas changé, hein? Je sais pas. En tout cas, la casquette est toujours là, Ouais, la casquette le est regard toujours là. masqué. Peut-être que le visage il est un petit peu terni, non, entre-temps? Non, ça franchement, on te retrouve à 100%. Ça va alors, ça va. Alors, ce que je propose, c'est qu'on entame la discussion en parcourant ta biographie à travers 5 dates qui permettront aux téléspectatrices, aux téléspectateurs de te découvrir. Ok. Sefiu en 5 dates. Alors, Sefiu, tu es né sous le nom de Youssef Soukouna en 1981, c'est la première date. Tu es né dans le 18e arrondissement à Paris, à la Goutte d'Or, où tu as passé tes 4 premières années. Tu as 4 frères et sœurs et ta famille déménage à Aulnay-sous-Bois dans le 93, en Seine-Saint-Denis, quand tu as 4 ans. Donc tu as grandi dans la cité de l'Europe, un quartier populaire. Les parties de foot en bas de l'immeuble, l'école Croix-Rouge, c'était comment à l'époque? C'était très convivial. C'était une époque où nous, on arrivait en banlieue parisienne. Donc c'était l'époque où les parents étaient, on va dire, répartis un petit peu partout entre les foyers de jeunes travailleurs et puis les quartiers. C'était l'avènement des parents qui venaient de l'étranger avec des enfants à bas âge, donc qui avaient du mal à parler français. Donc, ta famille vient du Sénégal, hein? Vient du Sénégal, originaire du Sénégal. Et du coup, on est arrivé dans des circonstances qui étaient assez rustiques. Fin de l'année 84, je crois. Fin d'année 85, pardon. Donc du coup, voilà, c'était une période assez glaciale, on va dire, parce que c'était en plein hiver, c'était décembre 85, mais en même temps, c'était une période assez conviviale. Il n'y avait pas beaucoup de meubles à la maison, parce qu'on était en plein déménagement, donc c'était un peu plus grand de ce qu'on était, de là où on était auparavant. Donc voilà, je me souviens d'une période où il y avait le réchaud, où tu avais le papa qui préparait à manger avant d'aller travailler. C'est des périodes comme ça, avec des vagues souvenirs comme ça que j'ai des flashs comme ça que j'ai dans la tête. Mais bon, nous, on était minoritairement une famille d'Africains, noirs africains, donc on n'était pas beaucoup dans le quartier à l'époque. D'accord. C'était fortement maghrébin. Ok. Donc c'était vraiment aux prémices de l'arrivée des familles noires africaines dans les banlieues, en fait. Dans les années 80, Début effectivement, c'était les premières familles. Première famille, on était peut-être une des premières familles dans le quartier. Et puis voilà, on était, franchement, c'était le début, on va dire, du concept du vivre ensemble. Il y avait une vie de village. Il y avait la vie de village. D'accord. La date suivante, c'est 1992, je crois. Tu as 10 ans. Tu t'inscris au comité sport et loisirs d'Aulnay, d'Aulnay-sous-Bois, où tu joues en avant-centre aux côtés du jeune Alou Diarra. Un futur grand international français. En 1994, le CSL Aulnay affronte le Red Star lors d'un match pendant lequel tu te fais clairement remarquer, et à tel point que tu intègres le club des moins de 13 ans du Red Star. En parallèle, tu te passionnes pour la musique, mais on va y revenir. Le foot, alors, c'est une passion qui naît comment? En fait, le foot, c'est une passion qui naît de mon père, en fait. Parce qu'il avait des cassettes vidéo à l'époque du Roi Pelé. D'accord. Il nous faisait voir les cassettes tout le temps. À longueur de journée. Il passait en boucle comme ça toute la journée, toute la journée. Quand il sortait du boulot, c'était la cassette de Pelé. On était conditionnés à ça. Et du coup, on regardait les vidéos à longueur de journée. Et puis, la première fois, c'était mon frère qui avait été s'inscrire. On a 2 ans de différence, qui était s'inscrire avant moi. Et du coup, on allait le voir jouer au foot. On allait à l'entraînement, le voir en match. Et puis de là, en fait, ça m'a aussi donné envie de le succéder, d'essayer pourquoi pas aussi de suivre la même voie, quoi. Et du coup, j'ai été m'inscrire aussi à mon tour au club du CSL Aulnay. Et de là, j'ai continué.
Et comme tu l'as très bien dit, j'ai joué 2 ans, de l'âge de 11 jusqu'à l'âge de 13 ans au CC Launay. Et ensuite, j'ai été remarqué par le Red Star 93 et à 13 ans, je me suis retrouvé en fait à prendre le bus d'Aulnay, 50 minutes de route, Wow. à aller jusqu'à Saint-Ouen en fait, en D'accord. train. Mais bon, après le Red Star, vraiment, c'était un club qui m'a structuré d'un point de vue, qui m'a fait comprendre en fait le rapport qu'il y avait entre la pédagogie scolaire et la rigueur sportive, D'accord, c'est-à-dire d'accord. La la discipline. discipline, la rigueur, et qui m'a fait aussi découvrir l'importance qu'il y avait entre la santé, c'est-à-dire la condition physique Mhm. et la performance. C'est Et du bien, c'est un coup, bon apprentissage ouais, ça c'était un pour un bon jeune. Ouais. apprentissage. Et du coup, on comprenait que pour être performant, il fallait, d'un point de vue de la santé, il fallait être irréprochable. C'est-à-dire qu'il fallait pas fumer, pas boire, dormir à des heures appropriées, se reposer, récupérer, s'étirer, boire. Donc voilà, il y avait plein d'éléments. Et du coup, il nous faisait aussi, durant l'année, il nous faisait par trimestre vérifier les bulletins scolaires. D'accord. Du Donc, coup, fallait bien travailler quand il même fallait pour. bien travailler à Ah, c'est l'école bien ça. pour jouer. Donc, Et donc, en parallèle, je le disais, tu te passionnes pour la musique. Avec tes amis, tu fondes le groupe NCC, Nouveau Clandé de la Cité. exactement. C'est bien trouvé quand même. Hein. Ah, c'est hyper T'as bien. C'est bien, hyper bien, bien. En plus, bien. Non, non, mais ce qui est bien, c'est que ça n'a pas vieilli. ça n'a pas vieilli, et surtout ton travail d'investigation, franchement, Ah, il on est sait tout d'orfèvre. sur BET. On a des équipes Ah ouais, c'est qui incroyable. cherchent. Hein. Ouais, c'est vrai. Et tu rejoins le collectif Dolnay Team Zissoul. Mhm. Et donc, à cette époque-là, tu es déjà dans la musique, etc. Ce qui m'emmène à la date suivante, donc la fin des années 90. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est un tournant pour toi. C'est 2 ans, entre 1998 et 2000. Donc, dans le foot, tes aptitudes te mènent jusqu'au centre de formation d'Arsenal à Londres en 1998. Tu effectues des essais, tu côtoies des joueurs comme Emmanuel Petit et Patrick Vieira, mais tu te blesses grièvement au genou. Et dans la musique, donc ce groupe dont on a parlé, dont tu vas me parler un petit peu plus, il se sépare dans des circonstances dramatiques. Et donc votre maxi Natural Court-Circuit ne sortira jamais. C'est une période très très difficile pour toi. Ça remet en question des projets. Tu perds un ami proche. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler sur ce terme à ta carrière de football et puis la suite que tu as vécue. En fait, bon, parallèlement au football, j'étais dans la musique. Ouais, C'est-à-dire qu'on avait formé avec Baba, qui est mon acolyte de toujours, le groupe NCC. ouais. C'est chez lui que tu écrivais ces titres. Voilà, c'est chez lui que j'écrivais les titres, au deuxième étage de la tour 8 à la cité Maüs. Et du Wow. coup, on écrivait en regardant par la fenêtre, en fait. On s'inspirait de ce qu'on voyait et puis on écrivait. Et du coup, en fait, ce qui était intéressant, c'était que pour écrire, à chaque fois qu'on arrivait dans sa chambre, on ouvrait la fenêtre, on regardait ce qui s'y passait, on observait Ouais. et on écrivait. D'accord. Voilà, D'accord. c'était vraiment, là, on était vraiment au cœur de l'inspiration, ou je dirais peut-être même au cœur de la retranscription. Vraiment D'accord. Donc il y avait quelque chose presque pur. à la fois artistique et journalistique. Exactement, du journalistique, exactement. Du coup, ça nous a vraiment fait comprendre que la musique, c'était un descriptif, en fait. En dehors du fait d'être un milieu de bling-bling et de success story, c'était aussi du descriptif. Et nous, on était quasiment des ghetto reporters, quoi. Mm. Et du coup, voilà, on a fondé les nouveaux clandés de la cité. Et puis, il y a Baba et Aquaman et puis Touni, qui sont aussi des amis d'enfance qui étaient venus nous rejoindre. Et Jean-Michel, paix à son âme, Cancan. Et du coup, le truc, c'était qu'on était tous dans les domaines sportifs. Les uns jouaient au football, les autres jouaient au basket. Et du coup, voilà, on était bien répartis. Donc, on était un groupe de 5. Il y en a 3 qui jouent au football, 2 qui jouent au basket. Et puis, à chaque fois, on se retrouvait le week-end pour répéter ensemble. D'accord. Et Donc le il y avait vraiment et une dimanche, vie. on avait nos matchs. D'accord. Du coup, D'accord. D'accord. et puis à l'école, c'était pareil. Et je tiens même à souligner que parmi nous, la majorité était très performant à l'école. D'accord. Et puis, on va dire qu'en 98, pardon, on a connu ce drame, Mhm. dont la perte de l'un des membres du groupe qui est décédé dans des circonstances un peu très, on va dire, dramatiques, hein, des circonstances Violente. très, très compliquées, parce que bon, c'est l'insouciance de la jeunesse, hein, mais on s'est retrouvé dans C'est une... Cancan dont tu as parlé à Cancan, l'instant. exactement, on s'est retrouvé dans une bagarre qui a mal tourné. Mm. Et puis, du coup... voilà, on a perdu une personne vraiment de qualité, une personne qui avait beaucoup d'avenir, hein, beaucoup d'avenir, mais c'était son destin, Ouais. c'était son heure, c'était son destin. Comme son père nous avait dit, je me souviens qu'à l'époque, on avait des envies de revanche, on avait envie de retourner dans le quartier pour tout dévaster. Et puis on était monté, son père nous avait dit, mes enfants, vous allez me faire une faveur, c'est que je viens de perdre un fils, j'ai pas envie d'en perdre un deuxième. Et du coup, en nous disant cette phrase-là, ça nous avait calmés.
Du coup, moi, je me souviendrai encore de cette phrase-là, m'avait marqué. Et c'est vraiment cette phrase-là qui a propulsé cette idée, pardon, de me dire que, en fait, il fallait qu'on arrive, qu'on réussisse à l'honorer, en fait. À honorer ses parents, honorer son frère. Et ben du coup, effectivement, comme tu le dis, ça a une période difficile. Donc tu mets un terme à ta carrière de footballeur, tu te consacres à ta carrière musicale. En solo, cette fois-ci, tu participes à plusieurs projets. Pardon. Tu intègres un nouveau label qui s'appelle G8. Tu vas même au Francopholies à La Rochelle. Et donc après, ce qui m'amène à la date suivante qui est 2006, après plusieurs mixtapes, en 2005, tu publies ton premier album solo, Qui suis-je, en mai 2006. Ton album contient des titres coup de poing et il est certifié disque d'or. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès pour un premier album? Honnêtement, non. Je m'étais jamais dit que j'allais, en sortant un seul album, surtout le premier en fait, et vu ce qu'il contenait, parce que c'était pas des morceaux très jovial, quoi. C'était des titres assez positionnés. J'ai envie de dire presque street, hein. C'était des morceaux vraiment Kaira, de quartier. C'était une vision assez brute, hein, assez brutale même, j'ai envie de dire, de la société. Après, bon, il y avait aussi des titres qui étaient un petit peu très humanistes, on va dire, mais qui relevaient aussi de l'humanité qui règne au sein des quartiers, parce que souvent, nous, on nous taxe d'être communautaire, mais je dirais que nous, on est dans une communauté diverse et variée. C'est-à-dire qu'on est dans une communauté où, certes, c'est un encloisonnement, un quartier encloisonné, avec ses traditions, avec ses aléas, mais dans ce quartier-là, il y avait des personnes qui étaient juives, musulmanes, chrétiennes. Finalement, il y a plus de diversité dans les quartiers populaires que dans les élites politiques. Exactement. Dans les élites, nous, à chaque fois qu'on a rencontré le concept du communautarisme, c'était quand on nous a fermé les portes d'un point de vue des chances scolaires et vice-versa. Mais d'un point de vue du quartier, on allait manger chez le Turc qui habitait en bas de chez nous, chez le Marocain, et vice-versa, chez le Sénégalais, le Malien, l'Ivoirien. Nous, on a connu les plats du monde dans nos quartiers. On a visité le monde dans nos quartiers. Donc du coup, l'album, non, je ne m'y attendais pas du tout vraiment. C'est un album que j'ai fait vraiment de manière très instinctive et qui m'a amené en fait à vraiment comprendre que les sujets que j'abordais pouvaient toucher beaucoup de monde sans forcément avoir découvert le monde en fait, sans forcément avoir voyagé. Tu pouvais porter le monde à travers, depuis ton point de vue d'Aulnay-sous-Bois. Exactement. La première fois que j'avais été sur une date de promotion, c'était à Lille. J'avais été choqué de voir en fait qu'il y a des gens qui me connaissaient. Je me souviens que je m'étais assis dans les MJC et j'ai vu tout le quartier et je les regardais comme ça. Je me disais, mais je vais leur raconter quoi en fait? Tu vois, en fait, t'es pas préparé à ça. Ouais. Et c'était pas fini, puisque 2 ans plus tard, ton deuxième album, Suis-je le gardien de mon frère, est directement numéro 1 des top albums en France et très très vite certifié disque d'or. À un moment, en France, tu détrônes Madonna, Francis Cabrel. C'est complètement dingue, là. Est-ce que tu changes de vie à ce moment-là? Ma vie change. Mais je dirais que ce qui change le plus, c'est la vision des autres en réalité. Forcément, ta vie change parce que les privilèges sont beaucoup plus importants. Tu as beaucoup plus, je dirais, d'opportunités. Et puis, les gens te sollicitent aussi énormément. Donc, tu as beaucoup plus il y a beaucoup plus, on va dire, de souplesse de part et d'autre. Hein. C'est beaucoup plus d'avantages, mais c'est beaucoup le regard des gens qui change en fait. Moi, je me suis retrouvé en fait dans mon quartier à des personnes qui me connaissaient au prénom de Youssef, qui se sont mis à m'appeler Sefiou, par exemple. Donc c'est comme si tu étais devenu un personnage. Ouais, tu deviens un personnage, mais les gens ne le font pas exprès. Hein. Je pense que c'est tout l'abattage médiatique, ce que ça peut apporter en fait en termes d'impact, qui amène les gens en fait à sortir de leur état naturel et puis à te voir vraiment comme le personnage qu'on voit à travers les écrans. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'assez particulier, surtout pour la famille. Voilà, pour la famille, parce que je vivais encore dans le quartier, moi. Donc, du coup, je vivais dans le quartier, j'habitais encore au rez-de-chaussée de la Cité Nouvelle, et j'étais numéro 1 des ventes, en fait. D'accord. Tu vois, c'est une situation assez particulière. Et du coup, voilà, quoi, tu sors de chez toi, tu as des gens il y a le bus qui passe, il y a des gens qui te voient à travers le bus, qui descendent du bus pour venir te demander des autographes, tu vois. C'est une situation assez particulière quand même. Ça ne doit pas arriver tous les jours, en effet. Exactement. Et donc, c'était pas fini, hein, on continue. 1er mars 2009, tu remportes une victoire de la musique en tant que révélation de l'année. Tu as affronté, entre autres, Julien Doré. Ce soir-là, tu montes sur scène avec toute une équipe, alors on s'en souvient tous, hein, tu parles de la victoire du rap, du hip-hop, de la street.
des couleurs, du melting pot. Et tu répètes même 2 fois dans ton discours, c'est de la musique française avant tout. C'était une très très belle tribune que tu avais face à Nagui qui était en face de toi. Est-ce que c'était une évidence pour toi de te positionner de cette manière-là dans cette cérémonie qui récompense pas souvent des gens qui viennent de cités comme toi? Bah, l'idée, c'était de se déconditionner, en fait. C'était de se déconditionner, déconnoter. C'est-à-dire sortir un petit peu du carcan où on a tendance à nous-mêmes, parfois aussi, à jouer ce jeu-là, à assumer l'étiquette de rappeur, de mec de cité, de mec de quartier. Et puis au bout d'un moment, tu vois, à travers, au-delà d'un accoutrement, je voulais montrer en fait qu'il y a des valeurs. Qu'il y a des valeurs, il y a une forme d'intelligibilité aussi, il y a une forme de performance aussi. C'est-à-dire que ce jour-là, j'avais gagné un trophée quand même. Un trophée sous les yeux de la France, en fait. Donc c'était une manière de leur dire, en fait, la compétition, elle a réuni des artistes français. C'est ça, et Des c'est pas artistes un français. trophée en catégorie musique urbaine, mais en révélation. Donc c'est ça qui était Exactement. important aussi. Exactement. Ouais. C'était surtout de mettre le point là-dessus. Et puis parce que malheureusement, voilà, aujourd'hui, la sectorisation, elle est dans tous les domaines. Elle n'est pas que d'un point de vue sociétal, en fait. Elle existe aussi au sein même de la musique. Par exemple, dans les événements hip-hop, quand on le voit même à travers les festivals, souvent, c'est des scènes hip-hop, spécialisées au hip-hop. Et les grandes scènes, c'est des scènes un petit peu plus mainstream. Et du coup, je voulais un petit peu dire que ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, je voulais leur expliquer qu'aujourd'hui, j'étais pas un rappeur, en fait. J'étais pas un rappeur, j'étais un artiste. Un artiste français, Voilà. de musique un française. artiste de musique française, tout simplement. Et puis d'expliquer que ce qu'on écrit, c'est en français. Même s'il y a de l'argot, ça contient des mots un petit peu qu'on ne comprend pas, mais c'est du français. Il faut nous juger en fait à juste titre, et non pas... Et ce soir-là, tu l'as prouvé avec majesté. On a fait un tour d'horizon rapide de ton parcours. On aurait pu parler de plein d'autres choses, mais je propose maintenant qu'on se concentre sur ton actualité. L'actualité de Sefiu, tout de suite. Sefiu, ça faisait 8 ans qu'on t'attendait. Et enfin, le 12 avril 2019, ton 4e album est sorti. Il s'appelle Youssef, comme toi, puisque c'est ton prénom civil. Pour commencer, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? En fait, ces années-là, j'ai essayé de faire ce que je n'avais plus l'habitude de faire, tout simplement. J'avais décidé à ce moment-là de couper avec ce monde qui est très, très intense, avec beaucoup de sollicitations, beaucoup de voyages, beaucoup de monde autour de soi. J'avais besoin de me retrouver un petit peu seul, on va dire. D'accord. De me reconcentrer, de me recentrer un peu sur moi-même. J'avais aussi besoin de passer du temps en famille. Du coup, j'ai pas mal écrit. C'est-à-dire j'ai écrit des petits scénarios de films parce que l'écriture pour moi c'est quelque chose d'important. J'ai toujours écrit d'une manière ou d'une autre. Donc il fallait continuer à garder cette fibre, on va dire, et du coup j'ai continué à travailler l'écriture d'une manière un peu différente. J'ai fait avancer mes projets personnels. C'est-à-dire j'ai eu la chance, on va dire, ou je dirais le réflexe, je sais pas comment on peut appeler ça, mais de mettre mes affaires à l'abri, sécurité. D'accord. Et du coup, j'ai fait tourner mes affaires. D'accord. T'as le sens du business. J'essaye. C'est bien. Et du coup, voilà, j'ai fait des choses comme ça. Je dis souvent, voilà, nous, on est des privilégiés dans ce qu'on fait. Quand on arrive à s'organiser, quand on arrive un petit peu à se synthétiser. Et j'ai été, on va dire, durant cette période aussi un privilégié. C'est-à-dire de pouvoir vivre... subvenir à mes besoins naturellement sans forcément avoir à courir dans tous les sens, de par le fait d'avoir bien construit mes affaires, j'ai envie de dire. Et puis voilà, ça m'a permis en fait de passer beaucoup de temps, de renouer avec des personnes avec qui je prenais plus beaucoup de temps, on va dire. Des amis à moi, oui, ça va vite, la famille, des cousins, le sport, beaucoup de sport. Je me suis aussi canalisé sur moi-même d'un point de vue de la spiritualité aussi. Je me suis posé, pris le temps pour faire des choses simples, quoi. C'est important. Voilà, c'est important. Et du coup, dans cet album, tu es resté fidèle à toi-même, tu parles vrai. C'est aussi très introspectif. Dans quel état d'esprit tu as écrit ces textes-là? C'est pendant cette période en fait, où tu étais un peu en retrait de la vie publique? En fait, du coup, tu es dans l'essence de la vie. Du coup, tu es quotidiennement avec des personnes du quotidien, des gens qui vivent la vie de tous les jours. Donc forcément, tu peux plus te mentir à toi-même en fait. Tu peux plus. Tu sais, quand tu écris dans un tourbus, c'est pas la même chose que quand tu écris tu t'écris en sortant, en revenant du quartier. Je passais beaucoup de temps dans le quartier. J'allais voir des amis à moi, je rentrais, j'écrivais. Du coup,
ça te pousse à écrire que des réalités, en fait. Et puis surtout à te dire que l'idée, c'est vraiment de parler pour... parce que moi, vraiment, la psychologie qui s'était imposée à moi à ce moment-là, c'était que je ne ferais pas ça toute ma vie. À un moment, je suis entre guillemets un porte-parole, je suis un leader d'opinion entre guillemets. Du coup, je me dis, c'est un avantage de l'être aujourd'hui. C'est un avantage d'avoir cette opportunité, d'avoir un micro tendu, qu'on te pose des questions. Et je m'étais dit que si c'était mon dernier album, de quelle manière en fait D'accord, je le ferais? d'accord. Qu'est-ce que j'aurais envie de dire réellement et de quelle manière? Et du coup, c'est ce qui m'a poussé en fait à écrire ces textes-là, à rentrer vraiment dans le vif du sujet, à aller chercher vraiment à titiller, à parler même de choses qui nous concernent, nous, au sein même des quartiers, des clichés desquels on est vecteur, hein, tu vois, et des choses aussi qu'on n'assume pas, souvent, comme Donc, le racisme interethnique, ouais, les problèmes même qui existent entre personnes d'origine malienne, sénégalaise, ivoirienne, ouais, dû au caste et vice-versa, absolument. le racisme qui existe entre les rebeux et les renois dans les Ouais. quartiers. Ça, on en Du parle coup, moi, peu, ouais. je voulais en parler. Je voulais parler de ça. Je voulais parler aussi des problèmes qui existent d'un point de vue de la famille. Tu vois, D'accord. d'un point de vue de la famille, de personnes qui se montrent d'une manière autoritaire, mais qui ne sont pas du tout aussi exemplaires dans leur comportement. Donc Al- j'avais envie en fait de rentrer dans des sujets comme ça. J'avais envie de parler vraiment, de faire bouger un petit peu le truc, quoi. Je propose qu'on voit un des clips du titre Mal à l'aise, enfin le clip d'un de Mhm. tes titres qui est Mal à l'aise. On jette un œil dessus. T'as sali l'image de la thèse, sali l'image de la thèse. Tu nous as sali dans la presse. Mélanger des mots rodeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu n'assumes pas ton adresse. Tu n'assumes pas ton adresse. T'en as fait ton fond de commerce. Mélanger des mots rodeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien, tu fais un complexe. On t'a retaf, tu te sens mal. Donc tu reviens avec une série de morceaux qui sont aussi des courts-métrages. L'épisode 1 qui accompagne justement ce titre Mal à l'aise a déjà été visionné près de, quand je regardais en tout cas 900 000 fois sur ta chaîne YouTube. Tu as aussi 2 autres épisodes dans la glace, qui accompagnent Dans la glace et De la neige dans les collèges. Donc c'est une histoire qui a été scénarisée comme une série de télévision. Tu t'es investi à la fois dans l'écriture des scripts et dans la réalisation. C'est quoi maintenant? Tu veux te lancer vraiment dans la réalisation? Est-ce qu'on va voir d'autres courts-métrages? Est-ce que tu vas te lancer dans le cinéma? Pour moi, l'image, c'est un prolongement du texte. C'est-à-dire que l'image propose en fait des choses que le texte ne propose pas. C'est-à-dire que l'écriture, c'est un fait, mais les expressions, on ne peut pas forcément les écrire. Et pour moi, l'idée, c'était d'arriver à essayer de proposer en termes de clip un concept qui pourrait en fait essayer de préciser un petit peu plus, ou je dirais d'amener en fait quelque chose de beaucoup plus pragmatique Oui, à mes paroles en fait. parce que les films sont un peu le prélude des chansons. À chaque fois, on a un Exactement. contexte, on a plusieurs personnages qui se croisent et Exactement. finalement, ça donne un contexte à tes chansons. Exactement, Mm. exactement. Et du coup, ça me parle. Et ça m'a donné envie, c'est vrai, de prolonger un petit peu l'expérience et de pourquoi pas, en fait, de manière exponentielle, d'aller dans ce domaine-là. Et je pense que dans les mois, peut-être l'année qui arrive, je vais continuer en fait à proposer des choses dans ce format-là. Ouais. Ah bah, on attend ça avec impatience. Alors, dans ton nouvel album, il y a un titre qui s'appelle Interpellation et qui parle de violences policières. Tu avais participé en 2012 à la série Mon premier contrôle d'identité qui avait été réalisé par le Stop le contrôle aux faciès qui parlait justement de ton premier Exactement. contrôle d'identité qui avait lieu quand tu avais 15 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagement autour du collectif Adama qui s'est constitué autour de la mort du jeune Adama Traoré en 2016 entre les mains de gendarmes. Est-ce que cette question-là des contrôles aux faciès, du profilage ethnique policier et des violences policières, c'est toujours quelque chose qui te tient à cœur est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as voulu faire ce titre Interpellation? Déjà, Interpellation, le nom en lui-même, pour moi, il est symbolique de beaucoup de choses. Interpellation, pour moi, c'est l'introduction, c'est la présentation. Quand tu arrives, c'est la manière dont tu vas considérer, la manière dont les gens vont t'interpeller va refléter la manière dont tu vas les traiter. En fait, aujourd'hui, quand tu te fais, et même à l'époque, mais aujourd'hui, quand tu te fais contrôler, quand on te dit tu es d'où, et que tu réponds que je suis français, bah en fait,
l'impression en fait aujourd'hui que tu les insultes quasiment. Parce que les policiers te demandent d'où tu es quand ils te contrôlent. Oui, oui, quand on contrôle, ok, vous venez d'où bah, moi je suis français. Bah, non mais d'où vos parents originaires d'où tu vois, en fait, à chaque fois, moi en tout cas, les premières impressions que j'ai eues à chaque fois, c'était, parce que j'ai vraiment des souvenirs très précis, c'était de nous ramener à chaque fois, nous rapporter à chaque fois en fait à nos origines. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'assez rébarbatif et souvent qui t'interroge et qui te dit, où tu te dis en fait plus ou moins que tu es pas forcément, on n'est pas forcément logés tous à la même enseigne en fait. Non, Tu vois, face à la ça police, te le rappelle tout bien le sûr. temps, quoi, tu vois. Donc, du coup, interpellation, je l'ai dit aussi parce qu'il y avait aussi ces événements qui se sont passés récemment. Et je dis pas que les mecs de quartier aujourd'hui n'ont pas de réaction en chaîne. Au moment où ils aperçoivent la police ou autre, hein, je dis que parfois, ça peut arriver aussi qu'il y a un petit peu de turbulence de notre côté, tu vois, du côté des gars de quartier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as cette posture-là, tu dois avoir un rôle de médiation. En fait, tu es payé pour ça, presque. Tu Pour parles déjà, des policiers, oui, c'est ça. exactement, Oui, pour qui sont déjà en charge de introniser le représenter. dialogue. Bien sûr, tout à Avant fait. toute chose, en fait. Ouais, Avant ouais. même de commencer à faire preuve d'un agissement au sens physique. Mais en fait, on a l'impression aujourd'hui que le mec de cité, il est vu comme un mec très agressif et tout de suite, il faut l'interpeller de manière assez musclée et ensuite parler avec lui. Ouais. Ce qui parfois peut donner lieu Parfois, à peut des donner drames. lieu à des drames. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce titre-là, tout simplement. Qui est malheureusement totalement d'actualité. Mais on sait qu'on t'entendra à nouveau sur des sujets d'actualité et de société. Je t'invite maintenant à répondre aux questions que j'ai préparées pour toi, avec la dernière partie, le questionnaire pivot de Sefiu. Sefiu, tu excelles dans le maniement des mots. Tu as un flow, une élocution, un vocabulaire et des onomatopées qui te distinguent des autres. Je te propose donc un exercice qui devrait te plaire. Je t'invite à te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot, qui était le présentateur de télévision des années 80, qui animait Bouillot de culture et apostrophe, où se bousculaient toutes les luttes culturelles de l'époque. Ce questionnaire, adapté du questionnaire de Marcel Proust, a même traversé l'Atlantique. D'immenses acteurs comme Al Pacino ou Robert De Niro s'y sont prêtés. Est-ce que tu es prêt, Sefiu? On y va. Alors, quel est ton mot préféré? Bien ou bien? J'aime bien. Ouais. Quel est le mot que tu détestes? C'est voilà, c'est un son. C'est bien, en plus j'allais te demander de nous faire un des petits sons de Sefiu, donc on en a un. Quel est ton plat préféré? Le tchèb. Quel tchèb? Il y a plein de... Le tchèb, c'est le riz. Le tchèb-yap. Tchèb-yap, donc c'est du riz à la viande. Quel est le son, le bruit que tu aimes? Le son de la batterie, la caisse. Quel est le son, le bruit que tu détestes? Le bruit que je déteste, je crois que c'est le bruit du premier mercredi du mois. Là. Ah le son du oui, premier mercredi du ouais, mois. ouais, l'espèce d'alarme. Espèce d'alarme. Quel est ton juron, ton gros mot ou ton blasphème favori? C'est bizarre, mais je dis pas beaucoup de grossièreté, moi. C'est vrai? Ouais, c'est J'en ai chelou, entendu en fait. quelques-uns dans ton album. Il y en a, mais ils sont jamais gratuits, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu les dis pas dans le quotidien, c'est ça? Non, je dis pas trop dans le quotidien. D'accord. Je dirais peut-être enfoiré. Ouais. D'accord. Un peu à l'ancienne. Hein. Enfoiré. S'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Mandela. Bonne idée. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Je crois que c'est le métier de journaliste. Hein. C'est vrai? Ouais. Bah heureusement, moi je pense que j'aurais pas pu être rappeuse, donc Voilà. on est bien, je crois, là. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Le yen. D'accord. C'est pas très cool comme animal. Ouais, mais j'aime bien. Et dernière question, si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire? Dieu existe déjà. Et qu'on ait répondu à toutes ces attentes. Merci pour ces réponses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Sefiu? Que l'album soit écouté, soit critiqué, soit apprécié ou pas, mais écouté, critiqué. Et puis voilà, c'est ça. Moi, je fais de la musique simplement pour que les gens puissent aussi se positionner. C'est pas simplement en fait de manière un petit peu unilatérale. C'est aussi pour que les gens puissent écouter et puis donner leurs impressions. Donc que les gens l'écoutent et le critiquent. C'est bien parti pour, hein, les vidéos tournent très très bien. Ouais. Il y a d'autres moyens métrages qui vont arriver. En tout cas, merci beaucoup, Sefiu. C'était un plaisir de te recevoir. Merci. On aurait pu faire une émission de 2 heures, hein, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, l'émission se termine.
BET Talk, c'est terminé. On se retrouve dans 15 jours avec un ou une nouvelle invitée. Et je vous laisse d'ici là avec le meilleur de la culture noire américaine sur BET. Salut!